Donc, dans le groupe School, on m'a posé une question par rapport à Heidelberg. OK? Je rappelle ici que de temps en temps, je peux répondre à des questions quantitatives, mais très souvent, je réserve un live ici, une fois par mois, pour répondre à toutes ces questions-là. OK? Et ici, j'ai trouvé intéressant d'essayer parce que ça prenait également en considération l'utilisation de certains prompts. Vous avez aussi une question ici d'Alexandre qui nous mentionnait ici qu'il a créé un GPT afin de déterminer le meilleur point d'entrée d'une action et une courte analyse de l'entreprise. J'aimerais confronter vos analyses. Si l'un ou l'une d'entre vous le souhaite, elle peut me soumettre une entreprise, etc. Bref, j'ai proposé Costco pour ceux qui sont dans le, dans le bootcamp pour ceux qui sont entrés dans le bootcamp au mois de février, donc la première cohorte ici. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai proposé Costco? Ça peut être drôle. Enfin, ça peut être intéressant, d'accord? Parce que c'est l'entreprise sur laquelle on doit bâtir une thèse d'investissement pour justifier ici, pour à peu près vérifier qu'on a bien suivi le programme. Donc, c'est une sorte ici de consolidation ici des acquis. C'est ce qu'on fera également sur le prochain bootcamp qui commence au mois d'avril. N'oubliez pas, ça c'est uniquement si vous voulez faire des choses, vous avez 30 jours devant vous ici, rejoignez le bootcamp. D'accord? À la fin de ce bootcamp, vous saurez que les chiffres, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous permet ici de déterminer une action à long terme. OK? Donc, maintenant, pour revenir à Heidelberg Matériel ici, donc il m'a donné sa réponse avec, je lui ai demandé d'utiliser son prompt ici pour Heidelberg. Et il y a un truc d'abord qu'on devrait mentionner, parce que dans sa phrase, il dit, pour déterminer les meilleurs points d'entrée, il faut arrêter de faire ça. Il ne faut pas valoriser avec l'IA. Ça ne sert à rien en fait. La valorisation, c'est la partie la plus facile. Mais ne fais pas ça avec l'IA parce que juste pour Heidelberg, tu sais pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est un business qui est cyclique. Pourquoi est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dit que ça va continuer? Le fait qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est dû à quel secteur? C'est dû à quoi? Quels sont les drivers de la croissance à l'état actuel en date d'aujourd'hui? Quels sont les segments? Quelles sont les zones géographiques les plus dynamiques? Pourquoi? Aux États-Unis, on sait pourquoi, n'est-ce pas? Le programme de dépenses en infrastructure. Faut pas l'oublier. À une époque, c'était la Chine également. Donc, quand vous regardez cette compagnie, c'est une compagnie cyclique. Certes, les marges sont plus stables, etc. Mais ça reste que faut pas négliger les cycles ici. OK? Personne n'a le boule magique ici pour savoir quand est-ce que le cycle va se retourner ou pas du tout. On peut juste savoir qu'il est là et qu'il peut se retourner violemment. Et donc, il faut toujours essayer d'être le plus conservateur possible. De manière générale, de préférence, de s'intéresser au business en profondeur. Parce qu'en fait, si vous comprenez le business ici, ça va vous permettre ici de mieux apprécier les cycles. Encore une fois, c'est juste l'appréciation parce que vous ne vous entendez pas sortir de là avec une formule mathématique qui fait 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que quand c'est 2, le cycle est bas. Non, non, non. OK? Le cycle peut rester haut pendant très longtemps, comme il peut rester bas pendant très longtemps. Et quand un cycle est haut, ce qui se passe avec ce type d'entreprise, c'est qu'elles paraissent sous-évaluées. Oui, c'est le propre même d'une compagnie cyclique. Quand une compagnie cyclique paraît sous-évaluée, du point de vue métrique, du point de vue bénéfice, etc., la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les bénéfices sont durables? Est-ce qu'ils sont durables? Donc, comme je disais tantôt, n'utilisez pas l'IA pour valoriser quoi que ce soit. Utilisez l'IA pour apprendre un peu plus sur une entreprise, un peu plus sur un secteur d'activité. Donc, pour rentrer en profondeur sur un business de manière générale, au-delà des chiffres. Parce que les chiffres disent une seule chose. Voici ce que les fondamentaux qualitatifs ont permis de produire en tant qu'éléments quantitatifs. Si ces éléments quantitatifs-là vous plaisent, la deuxième question, ce serait de savoir est-ce qu'ils sont toujours présents en date d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pourrait nous amener à penser que ces éléments quantitatifs pourraient permettre à l'entreprise, ces éléments qualitatifs permettent à l'entreprise de pouvoir maintenir ou bien garantir des marges solides dans le futur. Et donc, on n'aura pas le choix que d'étudier l'avantage concurrentiel de ce business. OK? Comme je l'ai dit, voici la réponse que son prompt m'a donnée. Bon, il dit c'est beaucoup de chiffres. Comme je l'ai dit, les chiffres, ça ne nous sert à rien. J'ai lu tout ça et je ne vais pas te mentir que quand je vois les chiffres, ici, n'utilisez pas l'IA pour le faire. Par exemple, les notes de score de 8 sur 16, machin truc. Par exemple, quand je viens ici, la croissance du CA supérieure à 10% en moyenne. Si c'est un business mature, ne t'attends pas à 3% de croissance. Attends-toi juste à une croissance supérieure à, c'est pas moi, plus élevée que l'inflation. Le free cash flow,
Si tu mets des limites strictes à 15%, un secteur mature, on n'a pas réinventé les cimenteries ici. Pour que le chiffre d'affaires augmente, il faut que les volumes soient de plus en plus élevés. Et pour que les volumes soient élevés, il faut que la demande soit élevée. Et donc, on doit étudier les drivers de la croissance. Quels sont les drivers de la demande ici par rapport aux zones géographiques? Donc, il faut faire attention. La dette nette, on peut l'utiliser, mais les free cash flow, est-ce qu'ils sont normalisés? Donc, ces chiffres-ci, vrai de vrai, ça va pas t'amener à... C'est pas ça une analyse fondamentale. C'est de l'analyse quantitative. Et tu aurais pu économiser énormément en passant directement par Coifin. Donc, n'hésitez pas à faire vous-même l'analyse quantitative. Ça vous permet de mieux comprendre le qualitatif. Je dis bien, le quantitatif vous permet de mieux comprendre le qualitatif. Et le qualitatif vous permet de mieux comprendre les chiffres. Les deux sont indissociables. C'est ça qu'on appelle une analyse fondamentale. OK? Quand je lance ici le prompt, celui que moi j'utilise, qui est un parmi tant d'autres ici, donc je vais lancer Edelberg. Où est-ce que c'est? Edelberg. On va faire ça. Je valide. 1, 2. Je viens là. Et où est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? OK, je l'ai. Donc, Edelberg, je le mets ici. Bim. Alors, j'aurais dû mettre ici mars 2026, mais ce n'est pas plus grave que ça parce que techniquement, même s'il prend les informations de 2014 ici, ça ne va pas plus me déranger. En attendant qu'il réfléchisse ici, je fais un tour d'horizon avec les chiffres. Donc, comme vous l'avez vu, les marges, etc., c'est stable, les net income sont là, les net income margin. Pourquoi est-ce que je prends la marge des net income pour moi, la marge net income va représenter le véritable... excusez-moi, j'ai fait trop de vidéos aujourd'hui. La véritable rentabilité de ce business. Parce que c'est un business à capital intensif. Je sais que les net income ont tendance à se rapprocher des free cash flow de manière générale. J'ai dit générale. Ça ne veut pas dire que si on a une dépense en capital de croissance en date d'aujourd'hui, on ne va pas avoir parfois des divergences. OK? Donc, je prends le normalized earning. Je vois ici que les marges bénéficiaires sont de l'ordre de 7%. Et vous avez de l'ordre de 7% en date. Elle n'a jamais connu ce niveau de marge-là. Donc, pour quelqu'un de curieux pour ce business, qu'est-ce qui a changé? OK? Donc, ensuite, en termes de price to sale, c'est un business qui va avoir tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. Je ne me casse même pas la tête. 15 fois les bénéfices en moyenne. OK? Moins la dette nette. Ici, le marché paye 10 fois. On peut prendre 10 fois les bénéfices, mais ici, quand on prend 10 fois, il ne faut pas prendre en considération la dette. OK? En termes de net income, ils s'attendent à combien dans le futur ici? Aux alentours de 3 milliards. En date d'aujourd'hui, on génère combien en termes de net income? On génère quoi? 1 milliard, presque 2 milliards ici. Donc, on s'attend à une certaine croissance dans le futur. C'est une bonne chose, dans 3 ans. OK? Le plus important, c'est que ce net income-là reste continuellement à ces niveaux, ou bien qu'il continue à augmenter année après année. Vous pouvez le voir ici. On a connu des grosses périodes, on a connu des net income ici à 3 milliards par le passé, dans les années 2008. OK? Ça n'a pas empêché qu'on revienne à peu près à des années à 42 millions. Ensuite, là, on revient lentement, mais sûrement à ce qu'on a connu comme les plus hauts de 2008. Mais il ne faut pas que vous disiez ici que oui, bah, vu qu'on est revenu au niveau de 2008, c'est sûr qu'il y a une spéculation ici. Non. 2008 est différent de la période actuelle. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que les chiffres étaient élevés en 2008, vous ne pouvez pas conclure que les chiffres ici ne sont pas durables. Peut-être que le business a changé. Peut-être qu'on vend de plus en plus de granulats. Donc, bref, il faut plus s'intéresser au business. Moi, de préférence, avec ce genre de business, j'aime acheter quelque chose qui se rapproche au niveau des actifs tangibles nets. Mon prix idéal, c'est aux alentours des 59 €. J'ai dit mon prix idéal aux alentours des actifs tangibles nets. Et encore, je sais que ces actifs tangibles nets-là ne sont pas... dans les bilans, sont plutôt enregistrés à leur prix, à leur valeur de construction, à leur valeur ici, à la construction. Est-ce que si on prend à peu près les mêmes usines en date d'aujourd'hui, avec le prix actuel, le prix des matériaux, est-ce que ça aura la même valeur? Ça aura la même valeur. Peut-être que ça sera plus élevé que ça. Mais 50, c'est mon coussin de sécurité. Rappelez-vous, Vicat vous a proposé un price to tangible book value aux alentours de 1 pendant très longtemps, alors qu'elle générait énormément de cash. Donc, ce que moi je fais ici, c'est ceci. Tant mieux si on génère du 2 milliards, de 3 milliards dans les années à venir, c'est bien. Je prends 2 milliards en date d'aujourd'hui, je multiplie par 15 fois les bénéfices, la moyenne, j'enlève la dette nette. Donc, on a une dette nette en date d'aujourd'hui de combien? Le volume de dette nette est aux alentours de 6 milliards par là, 5 milliards 800 si vous voulez. Donc, moins 5,8 divisé par le nombre d'actions. Nombre d'actions, on a aux alentours de... En date d'aujourd'hui, on a un nombre d'actions aux alentours de 177. On a 167 millions d'actions, divisé par 177.
On a quelque chose en dessous de 137 euros par là. 137 euros. À vous de voir si c'est un prix qui vous intéresse ou pas du tout. Mais comme je l'ai mentionné, quels sont les drivers de la croissance? C'est ça qui est important. Vous voyez que le marché ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Donc si on se projette un tout petit peu, je dirais pour les alentours de jusqu'à 250. Et de préférence même, je préfère acheter ça aux alentours. Voilà. Si je prends en considération les attentes de 2028, je prends 10 fois les bénéfices, je reste tranquille. On est à 107. Et donc ce qui est important, c'est avant tout d'étudier à peu près la durabilité de la croissance actuelle. Donc même pas, ça sera difficile de sortir de là avec un chiffre exact. C'est pour ça que je vous dis toujours, protégez-vous au maximum. Prenez un prix ici qui se rapproche des actifs tangibles nets ou bien normalisez les résultats. Normaliser sous-entend tout simplement que je ne cherche pas à savoir précisément ce que l'entreprise va gagner demain parce que je reconnais que je n'aurai jamais le véritable chiffre. Ce qui va m'intéresser avant tout, c'est qu'est-ce qu'elle a eu tendance à faire dans le passé. Elle a généré à peu près 1 milliard par là. Donc il y a de fortes chances qu'elle fasse au moins 1 milliard de bénéfices nets. Aujourd'hui, on a presque 1 milliard. On dépasse ce chiffre-là. Donc si le marché vient me chercher ici à une capitalisation boursière de 15 milliards, c'est intéressant. Ça, c'est sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, parce que ça peut être également un business qui a changé, c'est 1 milliard 400. Sur les 5 dernières années, c'est 1 milliard 800. OK? Donc, il faut faire attention avec ce type d'entreprise. Ça paraît sous-évalué tant que le cycle est haut. Et vous ne saurez jamais que c'est la fin du cycle ou pas. Vous pouvez avoir des informations, des bribes d'informations par rapport à ça et appliquer vos jugements par rapport à ça. Et comme je dis toujours, l'entreprise pourrait, les attentes des analystes d'ici 2000, en termes de normalized net income d'ici 2028 sont aux alentours de 3 milliards par là. Si ça se réalise, tant mieux. 15 fois les bénéfices, ça fait 45. Ou 10 fois les bénéfices, ça fait à peu près 30 milliards. Donc presque le prix d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'au prix actuel, on ne surpaye pas. Mais on ne devrait pas s'attendre à grand-chose. OK? Ça veut dire que quelqu'un qui commence à acheter du LDB en date d'aujourd'hui doit sous-entendre que oui, je paie un prix correct. OK? Si le marché décide de la revaloriser ici, tant mieux pour nous. D'accord? Si le marché, le cycle se retourne, on va le dire comme ça, je n'aurais pas surpayé et je pourrais continuer à payer un prix plus bas que ça. Donc personnellement, je préfère me situer aux alentours ici voilà, du 15 milliards par là ou bien du book value. D'accord? Donc, le tangible book value du point de vue en termes de valeur faciale ici, c'est près de 8 milliards. D'accord? Si on prend à peu près ça se rapproche à peu près du 15 milliards. Donc, ça peut nous donner aux alentours ici voilà, une centaine de dollars par là. Si on prend 15 millions, on n'enlève pas la dette nette, on tombe à peu près une centaine d'euros par là. Bref, à vous de voir si c'est le genre de business qui vous intéresse. Rappelez-vous, VCAD vous a permis de rentrer dans le même secteur d'activité à un price to tangible book value de 1. Et un tangible book value qui avait tendance à croître. Et il vous a proposé ça pendant... Vous aurez pu acheter du VCAD tous les jours entre 2022 et 2024. Je dis bien entre 2022 et 2024, vous aurez pu acheter tous les jours. Tous les jours. Pour une entreprise qui génère à peu près aux alentours de 270 millions par an, qui est à peu près à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Voilà, 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 4 milliards 500 si on enlève la dette nette ici. On a une dette nette de combien? Dette nette, je me retrouve en fait la valorisation de VCAD. Une dette nette de 1 milliard 160 millions divisé par le nombre d'actions. On a à peu près aux alentours de combien? 45 millions d'actions divisé par 45. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 64. Rappelez-vous, vous aurez pu l'acheter entre 22 et 30 dollars. Avec une valorisation aux alentours de 60. Ça valait déjà 64 à l'époque. Je dis, ça valait déjà ce niveau-là. Et quand je dis ça valait, c'est simple. Prenez juste la médiane des bénéfices nets sur cette période. Si vous prenez les 5 dernières années, vous avez à peu près un chiffre pareil, sans compter que le volume allait augmenter. Et donc, on se serait peut-être attendu à des niveaux de génération de cash flow un peu plus élevés. OK? Et ça, je prends les net income. Parce que les net income normalisés se rapprochent normalement de la véritable rentabilité de ce business. C'est un business à capital intensif. Pourquoi est-ce que je vais aller acheter du Heidelberg à 3, 4 fois le book value? C'est un business cyclique. Donc, je veux le maximum de sécurité possible.
Et comme je répète encore une fois ici, ça ne veut pas dire que LDBR ne va pas tripler sur les années à venir. Je n'en sais rien. Je suis avant tout là pour protéger mon capital. S'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que c'est un bon business. D'accord? C'est un bon business. Et pour ça, on regarde par exemple sur notre prompt ici. Qu'est-ce qu'il nous mentionne? L'avantage concurrentiel de ce business, on va aller où? Le mot ici, c'est la production à faible coût. D'accord? Heidelberg ici, matériel bénéficie d'un moat large et stable, ancré principalement dans les barrières à l'entrée structurelle de l'industrie du ciment et des granulats. Quelqu'un de malin ici va se dire, pourquoi je ne vais pas étudier le secteur en question? Étudier le secteur ici de l'industrie du ciment et des granulats pour mieux le comprendre. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quels sont les risques? OK? Les opportunités de croissance, elles sont où? Gestion active des prix, programme d'efficacité, transformation, accélérateur, acquisition des marchés en croissance, décarbonation, etc. Comme différents marchés de croissance. Expansion ici sur les clients existants, c'est intéressant. Mais les drives, quelles sont les zones géographiques où la croissance est plus élevée et pourquoi? Il me semble qu'on a peut-être mentionné ici les USA avec la dépense ici en infrastructure. Je pense que c'est un élément qui devrait apparaître ici si ma mémoire est bonne. Enfin, donnez-moi juste un instant. Il a pris les éléments de... 2024, bon, je prends la défense en infrastructure existait déjà à cette période-là. Je vais mettre ici infrastructure. OK. Les programmes d'infrastructure publique. Les programmes d'infrastructure publique sont souvent contracycliques, relance économique, etc. Donc, l'industrie des matériaux de construction est cyclique. En récession, les volumes de construction privée, diminuent significativement, ce qui pèse sur les revenus. Cependant, plusieurs amortisseurs existent. Les programmes de structure, les programmes d'infrastructure publiques sont souvent contracycliques. Donc, c'est parfois pour relancer l'économie. Donc, la diversification géographique avec elle-même matériel limite l'impact du ralentissement dans une seule zone géographique. Donc, quelles sont les zones géographiques les plus dynamiques? Est-ce que c'est l'Asie? Si c'est le cas, où est-ce que LDB fait le plus d'argent? 44% ici, c'est le ciment. Et vous avez également le béton prêt à l'emploi, 23% et 21% pour les granulats. Tout ceci est lié au segment de la construction. Qui sont les clients? Vous les avez ici. Est-ce qu'elle a un pricing power? Généralement, oui, de manière significative. Donc, vous avez ces différents éléments et vous étudiez les marges ici, etc. Bref, en termes, c'est un business en retour de capital, donc on peut étudier le price to earning, etc. Bref, comme on s'est dit, c'est un business intéressant, mais il faut faire attention au prix. Il ne faut pas se dire qu'on est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Tout dépend de la durée du cycle. Et vous n'aurez pas vraiment l'information sur la durée du cycle. Vous pouvez avoir une idée générale de où est-ce qu'on pourrait se retrouver. Je dis bien une idée générale. Je pense que j'ai un prompt pour ça. Peut-être un jour, je vais l'utiliser. Ça aurait été intéressant d'utiliser sur Heidelberg de manière générale ici. Mais bref, on va le mettre ici de côté. Dans tous les cas de figure, vous avez accès à la bibliothèque de prompts. Si vous avez des questions, vous avez une thèse d'analyse fondamentale qualitative sur Heidelberg, partagez ça avec nous. D'accord? Si vous êtes un propriétaire de la compagnie, etc., laissez-nous savoir au niveau ici de la discussion que Alexandre ici a lancée. Je te remercie également pour la question. Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. S'il te plaît, Alexandre, utilise moins les chiffres pour ton analyse fondamentale. Ça, là, c'est de l'infobésité. Les vraies informations, c'est la qualité du business. Les vraies informations, c'est le type d'avantage concurrentiel qu'on peut avoir et pourquoi est-ce qu'on a ce type d'avantage concurrentiel précisément dans cette industrie et comment est-ce que cet avantage concurrentiel-là est mis en pratique. C'est ça qui est important. Maintenant, dividendes, etc., pour le moment, c'est safe. Il y a de grandes chances que ça continue à croître parce que si l'entreprise vous ouvre la totalité des bénéfices nets en dividendes en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que le dividende soit largement couvert. Et c'est un business qui rapporte à peu près 1 milliard par an ici et qui dépense combien en termes de dividendes. Donc, quand on prend le dividende ici, comment dividend payment ici, il dépense à peu près une centaine de millions. Oh non, ça c'est pas, ça c'est V4. Voilà. Comment dividend pay ici, il dépense combien? À peu près 500 millions. Donc, vous voyez ici, je sais que cette compagnie, je n'aimerais pas qu'elle dépense plus de 1 milliard en dividendes. C'est moins qu'1 milliard. Donc, je sais que c'est un management ici qui est consciencieux. Ils savent que le cycle actuel, il est bien, il peut durer pendant très, très longtemps. Mais en moyenne, voilà ce que l'entreprise pourrait rapporter. En moyenne. Et on va fixer le dividende par rapport à la moyenne de ce qu'on a rapporté dans le passé. OK? En se disant que les conditions... Dans le passé, on a traversé plusieurs périodes. Ici, c'était peut-être ici, les dépenses aux États-Unis, les résidentiels, etc. C'était beau, machin truc. Et là, il a fallu remonter pour revenir à peu près à un certain niveau moyen. Et donc, vous savez ici que si elle vend
des granulats, du ciment, etc. Et quand on vous dit qu'il y a une pénurie, par exemple, de logements aux États-Unis, donc il y a un vent favorable. Mais quand est-ce que le secteur va redémarrer? Ça, c'est une autre question, parce qu'actuellement, on a un ralentissement dans ce secteur d'activité-là. Donc, pour moi, Heidelberg peut générer du 2 milliards par an. Au prix actuel, disons que le prix est correct. Le prix actuel est correct. Et correct ici, quand je dis correct, les gens s'attendent à ce que, donc à partir de là, ça ne peut pas baisser. À partir de là, pour quelqu'un qui veut investir à long terme, ce serait intéressant peut-être de commencer à accumuler si et seulement si ce business vous intéresse. Si et seulement si vous pouvez apprécier l'avantage concurrentiel. Si et seulement si la volatilité ne vous stresse pas. Enfin, je dis la volatilité dans un secteur cyclique comme celui-ci. Idéalement, moi, je préfère l'attendre dans le book value. Je ne me casse pas la tête. Parce que le marché nous a déjà proposé plusieurs fois des entreprises intéressantes dans ces secteurs d'activité au book value. Et vu qu'on veut se protéger au maximum parce qu'on ne connaît pas à quoi va ressembler le cycle demain, pourquoi est-ce que vous voulez que je me casse la tête à essayer de deviner quand est-ce que le cycle va s'arrêter ou pas? J'attends patiemment le book value sur certaines entités, tout en sachant que parfois, ça mettra du temps avant d'y arriver. S'il n'y a pas de book value, je prends quoi? Net income normalisé. Boum. Et j'essaie avant tout de comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ce niveau de net income. Là, j'ai pris CRH parce que c'est l'un des leaders. Sur les 10 dernières années, CRH, c'est près de 2,8 milliards. D'accord? Sur les 5 dernières années, c'est près de 3,3 milliards. Donc, ce sera à peu près la même chanson sur CRH. Ce sera la même chanson sur, comment on appelle ça? Sur Vicat et également sur Heidelberg. Bref, c'est comme ça que moi je vois les choses dans le secteur des matériaux de construction. Toujours de la prudence, maximum de sécurité possible, et en se basant essentiellement sur les actifs tangibles, tout en sachant que le book value, eh bien, il peut être ajusté à la hausse. Bon, je n'aimerais pas dire à la baisse, mais quand je dis à la hausse, regardez surtout la valeur actuelle, le coût de remplacement des usines. Si on a construit les usines qu'on a présentement, si on les a construites ici il y a 50 ans, et que ça nous a coûté 100 millions, les mêmes usines valent peut-être, pour faire la même chose, il faut peut-être dépenser 10 fois plus. Et donc les usines qui sont restées au bilan ici à 100 millions, moins la dépréciation, valent peut-être 10 fois plus que ça. OK? Donc, il faut le reconnaître. Donc, c'est une belle entreprise. Au prix actuel, je dirais qu'on est correct. Et voilà, ce n'est que mon avis pour le moment. Et je me réserve clairement, royalement, le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la bibliothèque de Prompt, vous avez le bootcamp, et vous pouvez également, si vous avez des questions, rejoindre, vous pouvez me les poser ici. Vos côtés d'investissement, vous pouvez également venir la publier ici, et on aura tendance à en discuter. D'accord? Vous voulez faire du stock picking sérieusement? C'est ici qu'il faut être. Enfin, faites ce que vous voulez de manière générale. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le bootcamp. C'est le mois d'avril, c'est bientôt là. C'est dans la deuxième cohorte, c'est dans moins de 14 jours. Dans tous les cas de figure, si vous voulez faire du stock picking sérieusement, vous posez des questions importantes au-delà des chiffres, c'est le moment. Merci.